Bonjour à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vous propose une méthode pour créer une ville en plusieurs étapes. Cette vidéo vient un peu à la demande dans les commentaires de Ragnarok qui s'intéressait à la création de ville et du coup j'ai réfléchi et voilà ma proposition. Je vous propose 3 étapes pour créer votre ville. La première est une méthode où on va se poser des questions, une méthode plus axée world building pour essayer d'avoir une ville cohérente. Ensuite, deuxième étape, la transformer en terrain de jeu. On va voir comment faire pour que cette ville, finalement, vous serve dans vos parties de jeux de rôle. Et la troisième étape, c'est plus une sorte de petit bonus, c'est voir comment vous pouvez rendre la création de votre ville collaborative, éventuellement pour faire un QG ou une ville de départ pour vos joueurs, ou plutôt pour leurs personnages, qui auraient tous grandi dans la dite ville. Avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner et liker la vidéo, ça nous aide énormément. On approche les 600 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Donc si vous voulez aider une petite chaîne qui parle de jeux de rôle, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc la première étape, c'est créer une ville à partir de questions que vous allez vous poser pour qu'elle soit cohérente. C'est une étape plus axée world building, si vous voulez vraiment prendre le temps de créer votre ville. Ici, on va prendre une fois de plus l'exemple du médiéval fantastique parce que c'est ce que je préfère. Mais vous pouvez vous poser le même genre de questions, quel que soit votre univers. Donc la première étape que je vous propose, c'est de vous poser des questions sur votre ville en termes de cohérence, en vous inspirant de la réalité. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un historien, vous n'avez pas besoin d'être archéologue ou de connaître parfaitement l'anthropologie, les civilisations pour faire ça. D'ailleurs, vous n'arriverez jamais à répondre à toutes les questions, à avoir un truc parfaitement cohérent. Même si vous vouliez par exemple jouer dans un univers médiéval historique, vous n'arriveriez certainement jamais à retransmettre une ville exactement comme elles étaient par le passé, ne serait-ce que parce que l'histoire, enfin les recherches en histoire, en archéologie évoluent en permanence et viendront toujours vous démentir. Donc l'objectif, c'est pas vraiment d'avoir un truc hyper réaliste, mais c'est plutôt de se poser des questions pour avoir une forme de cohérence. Donc dans un premier temps, vous allez vous poser des questions qui vont en entraîner d'autres, et le but, ce sera de savoir s'arrêter à un moment donné. Quand vous n'avez pas de réponse, première chose, je vous invite à chercher sur internet des réponses à ces questions. Par exemple, si vous savez pas comment fonctionnait le commerce au Moyen-Âge, il y a plein de vidéos YouTube ou de sites web qui en parlent et ça vous aidera à créer un comptoir commercial plus cohérent. Si vous vouliez faire un vaisseau-ville, un vaisseau-monde dans un univers de science-fiction, il y a plein d'exemples de vaisseaux-monde, par exemple dans des jeux de rôle comme Eclipse Phase, etc., ou même sur Internet qui vont pouvoir vous aider. Deuxième chose, quand vous commencez à bloquer sur une question, ce que je vous conseille, c'est de passer à une autre question. En répondant à cette seconde question, peut-être que vous allez générer des réponses à la première. Si par exemple je sais pas trop comment va fonctionner le gouvernement de ma ville, peut-être que je peux commencer à me poser des questions sur comment ma ville s'est créée. Est-ce que c'est un chef tribal qui s'est élevé et qui a pris contrôle de la ville et qui aurait donné lieu à une forme de monarchie? Est-ce que c'est plutôt une alliance de différentes factions qui ont décidé de travailler ensemble et on aurait quelque chose de plus collégial dans la prise de décision? Vous voyez, en réfléchissant à la manière dont ma ville s'est formée, je peux trouver une réponse sur son gouvernement. Donc, n'hésitez pas à passer d'une question à une autre. Troisième chose que je vous conseille, c'est de prendre régulièrement du recul par rapport à toutes vos questions, parce que quand on est dans la tête dans le guidon en train de répondre aux questions, ça ne s'arrête jamais. Donc, prenez du recul et dites-vous, voilà, est-ce que j'ai de quoi jouer? Est-ce que je me sens confortable pour improviser dans cette ville? Est-ce que j'ai l'impression de la connaître suffisamment pour lancer ma partie de jeu de rôle? En gros, ce que je vous conseille, c'est de savoir mettre un terme au world building et de vous lancer à un moment donné pour jouer, si votre objectif, bien sûr, est de créer une ville pour faire jouer vos joueurs. Et puis si vous laissez des blancs, ça vous laissera sûrement un peu plus d'espace pour improviser ou pour caser des trucs, des propositions de vos joueurs. Bon, maintenant, je vais vous conseiller 6 questions. 6 questions de départ qui, je pense, devraient déjà permettre d'avoir une ville assez cohérente. Ces 6 questions sont les suivantes. Où se situe la ville? Quelles sont ses ressources? Qui la dirige? Quels sont les contre-pouvoirs? Est-elle convoitée? Et quels sont les événements qui rythment la vie de la ville? Donc la première question, c'est où se situe la ville? En général, dans un univers médiéval, les villes se situent près de l'eau, parce que c'est tout simplement ce qui va permettre de mettre en place de l'agriculture et de nourrir ses habitants. C'est aussi un moyen de transport efficace, les bateaux fluviaux permettent de faire du commerce. Elles pourraient aussi être près de la mer pour du commerce plus international, j'ai envie de dire.
Si votre ville se situe dans un endroit inhospitalier, la question qui va se poser, c'est pourquoi les gens vivent là? Et il va vous falloir trouver une bonne raison. Peut-être que c'est un endroit symbolique pour un culte. Peut-être que la magie de votre univers permet de vivre ici, malgré les difficultés naturelles. En fonction de l'endroit où se situe votre ville aussi, vous pouvez vous demander, y a-t-il du passage dans cette ville? S'il y a beaucoup de passages dans cette ville, il y aura sûrement une forme de business qui se sera créée autour de ça. Peut-être qu'on va percevoir des taxes de séjour, peut-être qu'il va y avoir une forme d'hôtellerie ou j'en sais rien. Et aussi, ce que je vous invite à vous poser comme question, c'est est-ce que votre ville se trouve près du centre de pouvoir de l'entité politique à laquelle elle appartient? Imaginons par exemple qu'on soit dans un royaume, si votre ville se situe loin du centre de pouvoir, si c'est par exemple un petit village isolé, dans quelle mesure l'ordre et la loi sont respectés dans cette ville? Si c'est une ville frontalière, par exemple que c'est entre guillemets la capitale d'un duché isolé, peut-être que son dirigeant pourrait être influencé par un voisin du royaume. Deuxième grande question que je pense qu'il faut vous poser, qui est directement liée à la situation de la ville, c'est quelles sont ses ressources? Les ressources de votre ville vont influencer son architecture. La plupart des villes profitent des ressources qui sont proches d'elles, tout simplement. Si votre ville se trouve à côté d'une forêt, il y a une bonne chance pour qu'il y ait une industrie autour du bois, des charpentiers, des constructeurs de bateaux peut-être. Et du coup, les maisons seront sûrement construites en bois, à moins qu'il y ait des carrières proches en plus, ou que la ville soit en mesure d'importer de la pierre. Ensuite, en fonction de ses ressources, évidemment, la ville va peut-être pouvoir exporter des choses, et c'est peut-être ça qui va être sa richesse. Peut-être qu'elle a des ressources rares à proximité. Des épices particulières, du bétail, un minerai rare. Et ça pose aussi la question toute simple, est-ce que votre ville peut subvenir à ses propres besoins? Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle importe des choses? Et donc ces deux premières questions, où se situe la ville et quelles sont ses ressources, vont vachement influencer, je pense, la taille de cette ville. Parce que si votre ville a une mauvaise situation géographique et qu'elle a peu de ressources, il n'y a pas de raison, a priori, qu'elle ait une grande population. Les gens ne seraient pas attirés par cet endroit, ne voudraient pas y vivre. Et c'est là que, bien sûr, vous pouvez faire intervenir d'autres choses, comme la magie, la religion, etc. Troisième question, qui dirige votre ville? Et il s'agit pas seulement de sa personnalité. Est-ce que le dirigeant de la ville dirige de facto ou de jure? C'est un peu compliqué, mais en gros, est-ce que la personne qui dirige la ville a le droit de diriger cette ville, ou est-ce qu'elle la dirige de fait parce que c'est elle qui est en position de supériorité? Est-ce que la personne qui dirige cette ville a des droits sur la ville ou simplement des prétentions? Ou est-ce que, par exemple, c'est un seigneur de guerre qui l'a conquise, donc il la dirige de facto, mais de droit, elle appartient peut-être à une autre famille? Ensuite, la personnalité du dirigeant peut avoir de l'importance, évidemment. Si vous avez un dirigeant cruel qui a du mal à se faire respecter autrement que par la force, cette ville va sûrement être plus militarisée. Si vous avez un dirigeant faible qui ne sait pas se faire respecter du tout, il y aura sûrement des contre-pouvoirs puissants qui vont peut-être faire basculer la situation de la ville. Si vous avez un dirigeant aimé, que va-t-il se passer le jour où il va mourir? Est-ce que ses descendants, eux, sont aussi aimés que lui? Ce sont des questions qui peuvent être intéressantes pour créer des intrigues dans la ville. Aussi, le dirigeant partage-t-il le pouvoir? Prend-il des décisions de manière collégiale? Est-il seul à décider? Et là, c'est un peu la question des contre-pouvoirs. Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs officiels dans votre ville? Par exemple, votre roi est peut-être obligé de consulter une assemblée qui peut bloquer ses décisions. Ça peut aussi être non officiel. Il peut y avoir des factions qui ont une influence, un pouvoir économique, un pouvoir spirituel, qui vont être des contre-pouvoirs et des acteurs avec lesquels le dirigeant de la ville va devoir jouer. Il peut y avoir, par exemple, des guildes qui se sont rassemblés pour former une entité plus forte et faire pression sur le pouvoir. Il peut aussi y avoir un contre-pouvoir caché, non officiel, qui est même pourchassé. Une guilde des voleurs, une organisation secrète qui essaye de renverser la ville, etc. Ensuite, est-ce que votre ville est convoitée? Si elle est convoitée, par exemple qu'elle est frontalière, elle est certainement défendue. Sa position géographique aussi peut être clé dans le fait qu'elle soit convoitée, ou plutôt mise en danger. Si par exemple votre ville bloque un passage important, une embouchure de fleuve, elle se situe près du seul passage qui permet de traverser une chaîne de montagnes, elle va sûrement être fortifiée parce que c'est un endroit stratégique pour défendre un territoire. Elle peut aussi être convoitée si par exemple d'autres personnes ont des droits sur ces terres. Par exemple, si le seigneur de votre ville a un cousin qui est son héritier direct dans l'arbre familial, peut-être que ce cousin a des vues sur votre ville et va s'y attaquer ou essayer de renverser son cousin, etc. Sixième grande question, quels sont les événements qui rythment la ville? La ville a-t-elle une vie religieuse? Ça peut justifier une population plus importante malgré une position géographique inhospitalière. Y a-t-il des fêtes, des rites qui rythment la vie des habitants de la ville, par exemple lors des changements de saison, ou alors un marché
mensuel, au cours duquel des gens de toute la région se rassemblent dans la ville pour échanger des biens? Y a-t-il un couvre-feu qui rythme la journée dans la ville? Y a-t-il une interdiction de port d'armes? Les gens vont-ils dans des tavernes ou sont-ils plutôt casaniers? Les gens ont-ils peur de quelque chose? Est-ce qu'il y a des raids récurrents, etc., etc. Stop. Bref, vous avez compris. Vous pouvez indéfiniment continuer de poser des questions, et à chaque fois que vous allez poser une question et trouver une réponse, ça va poser de nouvelles questions. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez construire une ville vraiment très détaillée, très dense. Mais il faut savoir dire stop si vous voulez commencer à jouer à un moment, et il peut y avoir des questions en suspens auxquelles vous pouvez trouver des réponses plus tard, peut-être même apportées par vos joueurs. Donc sachez vous arrêter même si c'est un peu stimulant intellectuellement. Ensuite, deuxième étape, on va faire de votre ville un terrain de jeu. Parce que là, on a créé une ville réaliste, cohérente, mais il va y avoir un événement perturbateur, ce sont tout simplement les personnages de vos joueurs, et à un moment donné, il faut qu'il se passe des choses dans cette ville, parce que il pourrait se passer des dizaines d'années sans que rien ne bouge. Et donc il va falloir transformer cette ville en terrain de jeu. Vous allez créer ce dont vous avez besoin uniquement. Vous pourriez même, dans une certaine mesure, si vous pensez suffisamment vous y connaître et être capable d'improviser, vous passez de toute la phase d'avant. Si par exemple vous connaissez sur le bout des doigts une époque, peut-être que vous n'avez pas besoin de décrire toute votre ville et que vous pouvez passer tout de suite à cette phase. Parce que pour décrire la ville, vous saurez le faire, vous savez ce qui est cohérent avec votre univers. Donc pour faire de votre ville un terrain de jeu, il faut d'abord peindre le décor, peut-être en utilisant les réponses aux questions de la phase d'avant. Il faut que vous soyez capable de décrire cette ville pour que vos joueurs puissent l'imaginer. Peut-être que vous pouvez faire des dessins, peut-être que vous pouvez faire une ambiance sonore. L'objectif, c'est l'immersion, et c'est aussi de décrire la ville suffisamment bien pour que vos joueurs aient envie d'y faire quelque chose. Et donc vous allez créer un ou plusieurs points d'intérêt dans ce décor. C'est à ce moment-là, je pense que la fantaisie peut commencer à opérer et que vous allez pouvoir changer les règles, casser un peu la cohérence de votre truc, justement pour poser des questions. Comment est-ce possible qu'une cathédrale de 1,5 km de haut se trouve dans la ville? Quelle est cette étrange boutique qui détonne complètement avec le reste du décor? Cette boutique appelée les merveilles d'Al Jedi. Pourquoi les habitants, tous les matins, viennent se laver le visage dans les larmes versées par la statue qui trône au-dessus de la fontaine de la place de la ville? Bref, vous allez créer des accroches finalement. Et d'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur ma vidéo sur les accroches. Le but, c'est de titiller un petit peu vos joueurs, de les attirer vers quelque chose qui va générer de l'aventure et de rendre votre ville unique. Parce que si à chaque fois vous vous contentez de faire des choses uniquement cohérentes, vos villes vont finalement finir par se ressembler parce que toutes les villes près de la mer font du commerce, etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux villes près de la mer qui font du commerce, qui ont les mêmes ressources parce qu'elles sont à peu près dans la même région? Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux villes? Ce sont vos points d'intérêt. Ensuite, pour rendre votre ville vivante et intéressante, il va falloir créer des PNJ clés et des factions avec lesquelles vos personnages vont pouvoir interagir, et ça va créer des intrigues politiques au sein même de la ville, des conflits. Parce qu'il n'y a pas d'histoire sans conflit, tout du moins d'histoire intéressante. Et on parle pas forcément de conflit armé. Mais en général, il y a toujours quelqu'un qui veut quelque chose qu'il n'a pas, quelqu'un qui veut quelque chose que quelqu'un d'autre a, quelqu'un qui voudrait voir un changement que personne n'accepterait, et donc il va avoir besoin de trouver des alliés. Pour prendre un truc hyper bateau, vous pouvez avoir le roi, voilà, qui détient tout le pouvoir, et les gens ne sont pas contents dans la ville, donc il y a une faction un peu rebelle, une faction qui s'est créée autour d'un gourou par exemple, ou d'un tribun qui arrive à galvaniser les foules et qui voudrait renverser le pouvoir. Et à côté de ça, vous pouvez avoir de plus petites factions qui essayent de voir est-ce qu'elles ont plutôt intérêt à soutenir le pouvoir en place, ou à tout de suite retourner leur veste et à rejoindre la révolution. Au sein de ces factions, vous allez créer quelques PNJ, et ces PNJ, je pense, ce qui est important, c'est qu'ils aient des désirs, et surtout, que ces désirs soient bien des désirs individuels et pas qu'ils ne répondent forcément au canon de la faction à laquelle ils appartiennent. C'est ça qui va les rendre intéressants. Parce que si un de vos PNJ a de véritables désirs, des ambitions individuelles, ou un secret à cacher, ça va être un levier pour le faire changer de faction, ou pour qu'il vous tende la main à un moment décisif, ou qui vous aide justement à intégrer une des factions. Donc si vous voulez faire une aventure un peu urbaine, avec pas mal d'intrigues, je vous conseille comme ça de voir vos factions, à l'intérieur mettre des PNJ, et ensuite faire un peu un réseau de relations. Ensuite, dernière chose que je vous propose, c'est de parler d'une création collaborative. Imaginons que vous vouliez que vos personnages soient tous originaires d'un petit village, truc hyper classique. Pourquoi ne pas proposer à vos joueurs de créer ce village ensemble? Et donc vous devriez créer ce village comme un terrain de jeu qui va pousser vos joueurs à l'aventure, et ça va vous permettre directement d'identifier ce qui les intéresse. Et donc du coup, ce que je vous conseille, c'est de demander à vos joueurs ce qu'ils voudraient voir dans ce village, de trouver eux-mêmes les raisons pour lesquelles ils voudraient en partir, d'inventer des problèmes
pour le village, d'inventer des dangers environnants. Et avec toutes ces pistes, vous allez pouvoir créer le berceau de votre aventure, son point de départ, créer les premières petites quêtes, entre guillemets, qui vont faire s'attacher vos personnages. Et ensuite, potentiellement, plus tard, vous pourrez balancer un gros danger, quelque chose qui vient de vous, une grosse surprise. Mais dans un premier temps, laissez-les évoluer et vivre à travers le personnage qu'ils ont imaginé. Premier conseil, posez-leur des questions un peu directives. L'objectif, c'est de garantir que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'on respecte un thème, un ton, que le village, en fait, soit cohérent. Et la deuxième chose que vous devriez faire, c'est garantir que tout le monde ait son mot à dire. Ce que je vous conseille de faire, par exemple, c'est de lancer un dé pour déterminer qui commence à ajouter un élément au village. Par exemple, on va dire je jette un dé, mon voisin de droite, il a créé un guerrier humain classique. Le dé le désigne et je lui pose la question, toi tu dirais que le village se situe où géographiquement ? À quoi ressemble l'environnement autour du village? Et ce joueur va peut-être dire, par exemple, c'est un village en bas d'une montagne. Ok. Ensuite, vous faites un tour de table. Vous dites, et toi, qu'est-ce que tu verrais à côté de ce village en bas d'une montagne? Pourquoi le village est en bas d'une montagne? Et là, votre joueur va peut-être dire, parce qu'il y a une mine à côté. Et ensuite, votre troisième joueur, il va dire « Ouais, mais il pourrait aussi y avoir une forêt parce que moi je suis un rôdeur, etc. » Et vous continuez comme ça un tour de table avant de relancer une question en commençant par un autre joueur. Vous garantissez comme ça que tout le monde ait son mot à dire sur chacun des éléments et que ce soit pas un combat de « Ah, je rajoute des trucs dans le village, je veux que ce soit mes idées qui priment. » Il y a des jeux qui permettent de faire ça comme Microscope dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Mais en fait, ces jeux sont vraiment bien régulés pour éviter justement ces biais et ces conflits. Alors que là, dans cette vidéo, je vous donne vraiment une méthode beaucoup plus light. Donc du coup, une fois que ce village va commencer à se construire, à s'empiler, il va commencer à prendre de la cohérence, et de la même façon, vous allez commencer à poser des questions à vos joueurs pour créer un terrain de jeu, en suivant les étapes précédentes. Donc vous avez déjà peint le décor, et ensuite vous allez demander à vos joueurs, est-ce qu'il y a un point d'intérêt dans le village, genre un truc qui toi te plairait de voir ? Par exemple, quelque chose d'un peu surnaturel, un truc qui t'a toujours posé question. Et peut-être qu'un de vos joueurs va dire, bah oui, en effet, tous les ans, le jour de mon anniversaire, je vois le même animal qui s'approche du village. Et hop, ça vous donne un point d'intérêt, un truc sur lequel vous allez pouvoir construire une aventure. Pareil, vous pouvez proposer à vos joueurs de créer des PNJ clés. Est-ce qu'ils ont un mentor? Est-ce qu'un membre de leur famille est important, a un intérêt dans la narration? Est-ce qu'ils ont un amant, une femme, des enfants? Est-ce qu'il y a un PNJ qui vient tous les ans pendant le marché et que tout le monde adore? Un PNJ un peu comme Gandalf qui arrive dans sa charrette et qui fait des feux d'artifice. Tout ça, ça va donner de la couleur. Et de la même façon, une fois de plus, vous pouvez proposer à vos joueurs de créer des factions auxquelles ils appartiennent. Là, ça peut devenir un peu plus compliqué. Il faut faire attention à ce que ça déséquilibre pas trop les choses. Qu'il n'y ait pas un de vos joueurs qui disent « Ah, moi, je fais partie d'une faction, c'est la plus forte de la ville. » Enfin, j'ose espérer que vos joueurs font pas des trucs comme ça, sont pas à ce point gros billes. Mais je pense qu'il vaut mieux être prudent et toujours garder à l'esprit qu'il faut faire des tours de table. Si un de vos joueurs propose une idée de faction, posez une question à un autre sur cette faction. Par exemple, si un joueur dit « Il y a une guilde des voleurs dans la ville », vous dites « Ok, il y aura une guilde des voleurs dans la ville, est-ce que ça va à tout le monde ? Ok, tout le monde est d'accord. » Et ensuite, vous demandez à un autre joueur « Quelles sont tes relations avec la guilde des voleurs ?» Ou « Est-ce que tu connais quelqu'un dans la guilde des voleurs ?» Ou quelles sont les intentions cachées de la guilde des voleurs. Et tous ensemble, vous allez créer la guilde des voleurs de la ville. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées, que ça vous donne des pistes pour créer des villes, que ça a soulevé des questions chez vous. J'imagine que vous avez déjà un peu votre façon de faire pour créer des villes, ou vous n'avez pas de méthode précise. D'ailleurs, moi, la plupart du temps, je me pose pas autant de questions, hein, je vais pas vous le cacher. Mais l'objectif de cette vidéo, c'était peut-être de vous donner des idées nouvelles, si vous étiez par exemple bloqué, ou juste si vous ne saviez absolument pas comment vous y prendre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner, ça nous aide énormément. N'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos idées en termes de création de ville, comment vous vous y prenez vous. Et si vous êtes un maître du jeu débutant, je vous invite à vous rendre sur www.lebonmj.com. C'est notre site web où vous allez trouver un guide pour les maîtres du jeu débutants avec des conseils pour créer un scénario rapidement, trouver des joueurs, des conseils sur votre rôle en tant que maître du jeu. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.